l'économie de l'île était fondée sur l'agriculture et les produits les plus anciens, les plus traditionnels sont l'huile d'olive et le pain. Mais de nos jours, on fait presque tous les fruits, tous les légumes, même des fruits assez exotiques pour la Grèce, comme les kumquats, hein, qui est un petit orange chinois, pas indigène, pas grec, mais on le considère une tradition de Corfou, car c'est le seul endroit en Grèce où on peut le cultiver, et parce qu'on fait de nombreux produits fondés au kumquat, comme des fruits confits, des confitures, des liqueurs, du kumquat. C'est très probable après, par exemple, dans la ville, pendant votre temps libre, vous allez trouver ces magasins qui vendent toutes ces choses. Si vous allez voir les bouteilles oranges, ce sont les bouteilles, par exemple, du kumquat. On a alors une grande variété de produits locaux, mais cependant, de nos jours, le secteur principal de l'économie locale est le tourisme. Car Corfou a été une des premières îles qui ont attiré l'intérêt des visiteurs, une des premières îles grecques qui ont commencé à développer du tourisme organisé. Il y a bien sûr les grands ports qui acceptent les croisières et il y a en plus un aéroport international, de nombreux hôtels, des stations touristiques. Ainsi, de nos jours, presque 70% de la population travaille pendant la saison touristique qui commence en avril et continue jusqu'à la fin d'octobre. Il y a même des croisières qui viennent jusqu'au décembre. On a aussi peu des habitants qui travaillent des occupations associées avec l'université ionienne et ses étudiants. L'université locale qui est située dans la ville et qui attire de nombreux jeunes grecs chaque année à Corfou. Quant à sa forme superficie, l'île a une superficie d'environ 600 km², mais la forme bizarre d'un triangle très allongé, on pourrait dire, un triangle déformé. Du nord jusqu'au sud, sa longueur est d'environ 90 km. Et la partie la plus large est la partie nordique. Il y a une largeur de 40 km et elle est assez montagneuse. Ainsi, tout droit, nous allons voir, c'est la montagne qu'on voit même par les ports et les bateaux. Tout droit, il y a la montagne de la partie nordique, nommée Pantokrator, par une petite église située à son sommet dédiée à Jésus Tout-Puissant, en grec Pantokrator. Elle est la montagne la plus haute de l'île, à 900 mètres d'altitude. Et elle donne au nord de tels paysages montagneux, majestueux. Il y a une variété en plus à la côte nordique, il y a des plages au sable, des plages au galets, et même des régions rocheuses. Et peu à peu, après, l'île change. Dans la partie centrale, il y a plutôt des petites collines et des forêts. Et au sud, c'est la partie la plus étroite, la fin du triangle, avec une largeur de 5 km et des paysages assez plates, sereines, calmes, et une côte au sable, de très longues plages au sable. Il y a alors une grande variété quant aux paysages de Corfou, quant aux endroits à découvrir. Bien sûr, c'est impossible de faire une découverte complète dans une journée, car elle est grande, l'île de Corfou. Mais avec cette excursion, nous allons voir la région la plus belle du nord-ouest, nous allons voir un peu de la campagne, un peu de la partie centrale et bien sûr la ville qui est très belle et vale la peine à visiter. Voilà la montagne, du nord là à droite, la montagne de Pantokrator. On voit en plus le petit îlot de Lazaretto à droite. Il y a de nombreuses îles proches de Corfou qui ne sont pas habitées, mais on les visite pour aller à la plage ou faire du camping en été. Et au fond du paysage, je ne sais pas si l'humidité nous permet aujourd'hui d'avoir une claire vue. Je vais voir. Bien, on voit juste un peu la Grèce continentale et les montagnes avec des couleurs très pâles, presque disparues aujourd'hui. Mais là, alors, à cette distance, il y a la Grèce continentale et même peu de l'Albanie. Car Corfou est l'île la plus nord-ouest de la Grèce. Elle est assez proche de notre pays voisin, l'Albanie. Au nord-est, par là, il y a un canal qui nous sépare de l'Albanie, qui est assez étroite. Dans la partie la plus étroite, il y a une distance de 3 km entre la côte de Corfou et la côte albanaise. Et ici, nous allons quitter la côte orientale, continuer vers la gauche. Nous traverserons cette région ici comme Tokali et la région prochaine Gouvia, pas de villages traditionnels. Des régions plutôt développées les derniers 30 ans, peu à peu, grâce au tourisme, ils ont
des plages au sable, de nombreux petits hôtels, des appartements loués, des bars, des restaurants, etc. Et après ces régions qui sont plus habitées, plus peuplées, nous allons voir plus de la campagne. Quant au vieux village traditionnel de la partie centrale, il se cache dans une distance à gauche dans les forêts. J'aimerais en plus ajouter que Corfou est une île qui a deux noms. Le nom Corfou, c'est le nom international utilisé dans la plupart des langues à l'étranger, inspiré du mot grec koriphi ou korifo, ça veut dire les pics, hein, car la vieille ville de Corfou, elle a été construite sur les deux pics d'une péninsule. Nous allons voir cette région après. Ainsi, par les deux pics, les deux Corfis, nous avons le nom Corfou. Cependant, les Grecs préfèrent toujours utiliser les noms anciens. Ainsi, c'est probable de voir même un autre nom aux pancartes de la route, aux souvenirs, aux cartes postales. Le nom Kerkyra, qui dérive d'un mythe ancien selon lequel Kerkyra était une nymphe, une créature mythique, la fille d'un fleuve, le fleuve Azope, qui existe même de nos jours dans la Grèce continentale. Et selon la légende, Kerkyra habitait là proche de son père, jusqu'au jour où Poséidon, le dieu de la mer, tombe amoureux d'elle. Il l'amène ici et il donne à l'île son nom. Après, Kerkyra donne naissance à leur fils, Phéax, qui devient le premier légendaire maître de l'île, roi de l'île. Et les enfants de Phéax, les descendants de Phéax, deviennent les premiers habitants mythiques, nommés par leurs ancêtres les Phéaciens. Ils sont les Phéaciens de l'Odyssée. Vous savez bien sûr l'histoire de l'Odyssée où Ulysse, après la fin de la guerre de Troie, il a sa guerre entrée à son île, même persécuté par Poséidon. Il a vu une décennie des aventures. Alors pour quelques années, il était resté dans l'île de Calypso, une autre nymphe qui était amoureuse de lui. Elle voulait le garder avec elle. Lui, il a préféré rentrer à sa femme fidèle, Pénélope, qui l'attendait en Ithaque. Alors il a échappé à Calypso. Il a continué son voyage et de nouveau il a perdu son bateau à cause de Poséidon et les vagues l'ont apporté au rivage de l'île de Phéacienne, au rivage de Corfou mythique. Ici, il a été découvert par la princesse de Phéacienne, la princesse nommée Nausicaa, qui lui a offert de l'hospitalité. Et avec son père, le roi Alcinoos, ils lui ont donné en plus 3 bateaux pour compléter son voyage. Ainsi, selon l'histoire, l'île de Corfou a été son escale dernière avant de finalement rentrer en Ithaque. Cependant, pendant son départ de Corfou, Poséidon a vu que les Phéaciens avaient des Ulysse et furieux, il a transformé un de ces 3 bateaux en pierre, en espérant que ce serait le bateau où Ulysse était. Et je vous explique ces détails de l'Odyssée avec les bateaux pétrifiés, car c'est associé avec la région que nous visiterons. Nous allons voir à Paleokastritsa que là il y a un petit îlot rocheux qui, selon la tradition locale, est le bateau pétrifié d'Ulysse. Vraiment, c'est un bateau qui a une forme naturelle, un rocher qui a la forme naturelle d'un bateau avec peu d'imagination. Ainsi, au cours des siècles, toute la région a été associée avec Ulysse et l'Odyssée. Ici, c'est la région de Zavros. À droite, il y a la grande route qui amène vers le nord-est, mais notre destination est vers l'ouest. Ainsi, nous continuerons tout droit. Et quant à Paleokastritsa, elle est une région avec un nom peu difficile peut-être à prononcer ou à se rappeler, car c'est un mot ça dérive de 2 mots grecs. Paléo, ça veut dire vieux ou ancienne. Et Kastritsa, ça veut dire la petite forteresse. Ainsi, Paleokastritsa, ça veut dire la vieille petite forteresse. Et bien sûr, la région a pris ce nom par une telle forteresse située aux collines rocheuses du nord-ouest,
visible par une distance de l'endroit où nous arrêterons. Je vais vous montrer. Et si on ne visite pas Paleokastrica grâce à cette forteresse qui n'est pas ouverte au public, elle a été construite dans un endroit assez éloigné, au contraire, on visite Paleokastrica pour sa beauté naturelle. C'est une région très connue car il y a là un paysage vraiment unique. Il y a une côte qui est pleine de grands rochers du calcaire. Entre les grands rochers impressionnants, il y a des petites plages de sable. Dans les rochers, il y a des grottes qui offrent un spectacle de stalactites et on les visite seulement en bateau en été. La mer de Paleokastrica est très très claire. L'eau est cristalline, ça offre des couleurs fantastiques. Et tout ça reste entouré par la richesse de la nature de Corfou. Ainsi, le résultat est idéal. Et les premiers qui arrivaient dans la région pour sa beauté étaient des peintres du 19e et du début du 20e siècle qui arrivaient pour s'inspirer, pour faire de la peinture. Et bien sûr, après le développement du tourisme, l'endroit est devenu très connu. Elle a été votée une des meilleures plages, des meilleures régions en Grèce.